moins de Donc 25 bonjour les ans. gars, aujourd'hui on se retrouve pour une émission normale. Aucun moment, L'entrée de Sophie Adenau dans il y a Lise toujours eu quelqu'un dans à l'espace. suivre sur BFM TV dans l'espace. Voilà, on suit ça au ce soir. Alors, Jean-François Clairvoy, on est arrivé au moment où la phrase se terminait. Ça fait partie des aléas du direct, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe là exactement? Parce que c'est plus du tout la même image que nous avons de cet amarrage. Où est-on et que fait-on là? Là, on est du côté de la station, face à l'ouverture par laquelle vont passer les astronautes quand ils vont sortir de la capsule. Parce que la capsule est amarrée à un adaptateur, lequel est attaché à la station. Attends, je vous mets là, Et là, mais ce vous n'allez qu'on pas voit, rester c'est là. la base de le côté de l'adaptateur qui est attaché à la station, qui est de section Comme un carrée. couloir? Voilà, il est carré, c'est une ouverture carrée et qui mène à un cône qui lui-même est accossé à la capsule. Donc l'équipage de la station est en train de préparer l'environnement local pour accueillir ceux qui vont sortir de la capsule. Ils installent par exemple la caméra, ils viennent de l'installer, ils la connectent. Et à l'intérieur, dans la capsule, ils sont en train de se dévêtir. Ok. Ils sont en train de surveiller De se dévêtir, c'est-à-dire de leur combinaison, parce Oui. que dans toutes les phases dynamiques, les astronautes portent une combinaison, la combinaison avec laquelle on les a vus monter dans la capsule. Ouais. Vous savez, cette combinaison blanche. La vraie combinaison d'astronaute, Alors, comme on c'est dit. celle qui elle a Non. qu'un rôle. Alors, C'est je protéger cache en deux cas la de caméra. dépressurisation de la cabine. D'accord. C'est pas une combinaison pour sortir dans le vide. Ok. Et donc, il la porte au lancement, il la porte à l'accostage, au désamarrage et à la rentrée dans l'atmosphère. Donc là, ils sont en train de l'enlever. Donc, il y a quelques heures, ils l'ont revêtue et là, ils sont en train de l'enlever. Parce qu'il y a une combinaison intravéhiculaire et une combinaison extravéhiculaire. Enfin, non, je pense qu'ils ne sont pas en train de l'enlever. Ils vont attendre de vérifier que l'étanchéité... Parce que quand il y a un contact physique, quand il y a des efforts physiques qui se sont créés entre deux structures, un vaisseau a tapé dans un autre, avec une vitesse qui n'était pas zéro, on veut vérifier qu'il n'y a pas d'air qui s'échappe ni d'un côté ni de l'autre. Une fois que c'est fait, on va mettre de l'air dans le petit volume enfermé entre les deux... Espace. Les deux portes de chaque côté, la porte côté station, porte côté capsule. On va vérifier que cet air-là ne fuit pas. Donc une fois que tout sera, l'étanchéité sera démontrée, ils savent ils peuvent se dévêtir et se préparer à rentrer dans la station. Tout ça, ça va prendre plus d'une heure. Il y a Claudia Ignoré qui nous fait signe parce qu'après elle devra nous quitter, donc on va la rejoindre. Moi, je suis quand même frappée par le calme qui règne, notamment du côté de ceux qui supervisent cette opération. Sur ce point, Claudia Ignoré, vous nous avez raconté la dimension magique de cette étape. Est-ce que malgré tout, pour ces 4 astronautes, c'est un moment stressant? Là, en ce moment, c'est simplement une phase de vérification, comme l'a très bien expliqué Jean-François. Tout s'est bien passé, la capture dure est terminée. Donc là, ce sont des procédures qu'ils ont déjà déroulées de nombreuses fois. Ils sont en communication orale avec l'équipage à bord, en plus des équipages des centres de contrôle au sol. Donc c'est un moment, disons, d'opération assez simple qui est en train de se mettre en place. Je voulais réintervenir pour compléter peut-être, et vous allez en parler ensuite, sur l'intérêt des modalités, les expériences scientifiques qui sont faites pour acquérir des connaissances ou pour apporter des solutions à des... Pour compléter peut-être, et vous allez en parler ensuite, pour l'avoir vécu moi-même, il y a un impact considérable de voir des astronautes préparer leur mission, acquérir ces connaissances, représenter, être des ambassadeurs de la recherche, des ambassadeurs de l'Europe, des ambassadeurs de la science comme ils le sont. J'ai reçu plein de messages là, liés au vol de Sophie, et Sophie est sans doute inondée de messages aussi, pour dire à quel point c'est important ce qu'elle fait, de montrer qu'on peut avoir rêvé grand, rêvé loin, et qu'il faut beaucoup travailler bien sûr, mais que voilà, on peut choisir sa trajectoire. C'est une source d'inspiration et de déclic qui peut être essentielle pour la jeune génération et en particulier celle des jeunes filles, bien évidemment. Donc je voulais souligner, ne jamais oublier cet impact de l'inspiration que représente ce vol habité. L'automatisme, c'est parfait, c'est formidable, bien évidemment, et très important pour la sécurité des opérations.
Mais on ne va pas être admiratif et respectueux d'un parcours et inspiré par le parcours d'un robot. Donc là, voilà, on voit Et les c'est images en tellement direct dans important. la station Et moi, je viens de spatiale recevoir un message aussi de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui internationale. regarde BFM TV et qui me dit, mais c'est tellement exceptionnel la conquête spatiale. C'est vrai que ces images, c'est une source d'inspiration. Thierry Arnaud. Oui, vous nous disiez tout à l'heure, Claude Ignoré, que vos premiers vols remontaient il y a 30 ans. En 30 ans, on a fait évidemment des bonds technologiques absolument considérables. Et ma question, qui est un peu une question de béotien, mais c'est est-ce qu'au fond, le métier d'astronaute a changé pour cette raison? Est-ce que c'est différent ce que fait Sophie Adenau aujourd'hui de ce que vous faisiez il y a 30 ans? Et est-ce que d'une certaine manière, en raison de toutes ces nouvelles technologies, c'est plus facile? Plus facile et plus difficile, mais plus complexe. Je pense qu'il y a deux choses. C'est vrai qu'il y a 30 ans, on avait encore beaucoup de choses qui se réalisaient en manuel. Par exemple, sur l'amarrage, moi j'ai passé des heures de simulateurs d'amarrage en manuel. Donc il y a des automatismes qui aujourd'hui facilitent certaines opérations. Mais par contre, la station, vous l'avez vu, elle est énorme avec des laboratoires tout à fait extraordinaires qui permettent d'être dans un laboratoire comme on a un laboratoire au sol aujourd'hui. Et ça, c'est une grande complexité de réalisation. Et la recherche qu'on peut y faire n'est pas la même que la recherche qu'on faisait il y a 30 ans, où on décrivait un petit peu les phénomènes, alors qu'aujourd'hui, avec les moyens exceptionnels d'instrumentation, on rentre dans les mécanismes, la compréhension. Et donc, il y a des progrès exceptionnels, mais je dirais qu'on est héritier de ce qui s'est fait avant, et on peut remonter jusqu'à Gagarine et Tereshkova, et puis qu'on est aussi, bien sûr, des éclaireurs et des passeurs d'avenir, et voilà ce que ça représente. Donc, on a chacun sa place, on est un maillon de cette chaîne. De ce long processus. Merci beaucoup, Claudie Ouais. Aigneret. Merci pour Merci votre à vous. intervention ce soir sur BFM TV. Jean-François Clairvaux, est-ce qu'on peut peut-être expliquer qui est ce monsieur qui apparaît de temps en temps à l'antenne et qui semble procéder à des manœuvres importantes? C'est l'Américain qui est monté en novembre à bord d'un vaisseau russe Soyouz, accompagné de 2 Russes, et qui prépare donc l'environnement du module Harmony auquel ils se sont attachés pour accueillir l'équipage du Crew Dragon, pour accueillir les 4 qui viennent d'arriver. Donc il prépare, il fait un peu de place, un peu de rangement, il vérifie que il y a bien les caméras, les micros qui sont prêts, parce qu'ils vont tout de suite dire quelques mots quand ils sont entrés. Et voilà, c'est l'hôte qui prépare l'accueil de ses visiteurs. Très intéressant. On voit d'ailleurs qu'il est habillé comme vous et moi. Bien sûr. T-shirt, pantalon. Là, effectivement, il n'y a plus de combinaison. Dans la station, on comme règle on la peut- température que l'on souhaite, et souvent on travaille en short, en t-shirt. Mais il faut attendre du côté de la capsule, ils vont attendre que les contrôles d'étanchéité soient terminés. Nathalie Tinjot, Sophie Adenau, c'est un nom qu'on risque d'entendre de plus en plus souvent, mais pour ceux qui ne la connaissent pas encore très bien et qui nous regardent ce soir, que pouvez-vous nous dire d'elle, de son parcours, de ce qui la caractérise? Alors, si on parle personnalité, Ouais. c'est une jeune femme assez discrète, assez humble, incroyablement déterminée, et aussi qui a une capacité d'emporter les gens avec elle. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a vu, quelque chose que les gens de sa promotion ont dit, hein, parce que la promotion de 2022, en fait, c'est 5 astronautes de carrière et 12 astronautes de réserve, dont Arnaud Prost, autre Français. Ensuite, c'est un pilote d'hélicoptère qui a été la première femme pilote d'essai. Donc là aussi, c'est un parcours assez extraordinaire. Elle est rentrée dans l'armée de l'air et de l'espace, l'armée de l'air qui n'était pas l'armée de l'air et de l'espace à l'époque, en 2005, qui est devenue l'armée de l'air et de l'espace en 2019. Et elle a fait des missions en Afghanistan, d'évacuation de personnel. Elle a fait vraiment, elle a plus de 3000 heures de vol, et elle a, je crois, piloté plus de 18 hélicoptères, types d'hélicoptères différents. Donc c'est déjà une héroïne. Oui, elle Parce avait qu'elle une a vie avant, déjà avant. ce qu'elle est en train d'accomplir. Voilà, et elle s'était présentée, sauf erreur de ma part, à la première sélection, celle où Thomas Pesquet a été sélectionné, mais Oui. elle était très jeune.
Et donc, elle n'a pas poursuivi jusqu'au bout. Mais par contre, elle s'est fait aider de toutes les manières possibles, notamment en travaillant beaucoup avec nos 10 autres astronautes français et d'autres astronautes aussi en Europe. Et elle s'est vraiment donné les moyens. Elle avait aussi un coach qui était le coach du vainqueur du Vendée Globe, d'ailleurs, qui est assez extraordinaire. Donc vraiment, elle s'est donné tous les moyens de réussir cette fois. C'est quelqu'un qui est très proche de la nature, qui vient du centre de la France, qui fait du yoga, qui a toute une conscientisation finalement de tout ce qu'elle fait, de tout ce qu'elle approche. Vous savez pourquoi elle a voulu devenir astronaute? Parce que vous venez de le raconter parfaitement, elle avait déjà une très belle carrière. Elle était très intéressée toute petite déjà par les fusées, par tout ce qui concerne un peu l'espace. Et puis le point vraiment déterminant, ça a été le vol de Claudie Aigneret quand elle avait 14 ans. Et là, elle s'est vraiment dit, c'est là que je veux aller. Puisque très jeune, elle a passé son brevet de pilote d'avion, de pilote de planeur, ses brevets de parachutisme, donc elle voulait voler. Elle a été inspirée. Vous la connaissez bien, Je la connais depuis 18 ans. Comme tout le monde en fait, tout le monde se connaît, j'ai l'impression, non? Surtout nous, on connaît les candidats quand on est membre du jury, des tout jeunes qui arrivent, et elle était candidate, comme disait Nathalie, à la sélection précédente, et elle est allée assez loin, mais elle était trop jeune. Et elle a, comme disait Nathalie, elle était déterminée à acquérir des qualifications supplémentaires à chaque fois plus difficiles les unes que les autres pour maximiser ses chances d'être sélectionnée la fois suivante, tout en choisissant des activités dans lesquelles elle pourrait s'épanouir de toute façon si elle n'était pas sélectionnée. Donc, elle a choisi, elle était ingénieure chez Eurocopter. Elle travaillait dans les cockpits d'hélicoptères. Elle était ingénieure qui définissait les cockpits. Elle avait fait quand même un master au MIT en interface homme-machine sur les cockpits, donc c'était un master de sciences. Elle s'est dit, bon, moi, ça va, travailler dans le cockpit, c'est bien, mais j'aimerais plutôt en faire mon bureau. Et donc, elle est rentrée dans l'armée de l'air pour passer quelques livres de pilote militaire. Elle est allée en conflit en Afghanistan faire du sauvetage de combattants sur le terrain. Après, elle a demandé à l'armée de l'air, j'aimerais être pilote d'essai. On l'a laissé passer le concours d'entrée. Elle a réussi majeur, numéro 1. Mais l'armée de l'air ne l'a pas laissé partir tout de suite. Non, on a besoin de vous. Alors, elle a insisté, mais bon, vous m'avez laissé passer le concours, laissez-moi aller faire l'école. Puis finalement, on l'a laissé partir faire l'école qui était l'école de pilote d'essai en Angleterre. Elle est sortie majeure avec les meilleures notes. Parcours exceptionnel. Qu'est-ce qu'on voit là juste à l'image? Donc on voit toujours à droite de l'écran, en tout cas en ce qui concerne l'écran qui est devant moi, ce qui va servir de faire le lien entre la capsule et l'ISS. C'est par là que vont passer les 4 astronautes. Et à gauche, c'est une vue extérieure qui montre une partie de la capsule qui est attachée à la station. Et le Dragon est maintenant connecté à l'électricité de la station. Oui, ça y est, l'accostage et toutes les procédures mécaniques sont terminées. Avec les connexions dans le port d'amarrage, les connexions électriques, les connexions de données sont terminées. Donc il n'y a plus qu'à tester l'étanchéité, vérifier qu'elle n'a pas été affectée par le choc de l'accostage pour ouvrir les portes. Donc tout se passe exactement comme prévu. Sophie Arnaud a déjà visiblement réagi. On va peut-être voir ces mots apparaître. Voilà ce qu'elle dit. Je suis fière d'embarquer la France et l'Europe dans cette incroyable aventure qui dépasse les frontières. Comptez sur moi pour en partager toutes les étapes avec vous et faire briller les étoiles dans les yeux des Français. C'est vrai que ça me rappelle à quel point Thomas Pesquet avait partagé ses aventures avec toute la France et à quel point il est aussi devenu l'une des personnalités préférées des Français. Elle va faire la même chose, Sophie Arnaud? Alors, moi je veux dire que j'ai accompagné Thomas Pesquet dans sa première mission. Qui était là aussi d'ailleurs. Et à l'époque, on savait pas vraiment comment la France allait réagir parce que la France c'était plutôt les lanceurs. C'était vraiment les lanceurs. On avait des astronautes, on en a eu 10 avant Thomas, mais c'est vrai qu'il y avait un gros focus sur les lanceurs. On savait pas trop comment ça allait prendre. Et en fait, il y a 2 choses qui ont vraiment joué un rôle important. C'est la cupola
en fait, c'est cette espèce de fenêtre sur la Terre Mhm. qui a complètement changé la perception finalement qu'on a eue de la vision sur la Terre et des astronautes. Et Thomas, et en plus on était à l'époque de la COP 21, et Thomas qui était très sensibilisé à tout ce qui est climat, observation de la Terre, il a pris beaucoup de photos et grâce aux réseaux sociaux, en fait, c'est Ouais. le deuxième facteur, il y a une amplification énorme de ça. Et en fait, ça a été. Enfin, nous-mêmes à l'Agence spatiale européenne, on n'a pas anticipé ce qui s'était passé. Mais il C'était- n'avait aucune obligation de le faire, elle n'a aucune obligation de le faire non plus. Si elle- Non. On est d'accord. Alors, c'est Mais dans le contrat qu'on signe, on s'engage à être ambassadeur de notre agence Eh spatiale oui. et à communiquer. Et c'est vrai que la question qui est le plus souvent posée aux astronautes, c'est comment là-haut Eh oui. on voit quoi de là-haut. C'est Oui. ça qui les intéresse. Oui. Si j'étais à votre place, mon corps, mes sens, mes yeux verraient quoi, diraient quoi. Et la promotion 2009 de Thomas, c'est la promotion qui est arrivée aussi avec un programme de communication défini par l'Agence spatiale européenne pour la première fois, d'exploiter l'image des vols habités et des astronautes à travers les réseaux sociaux pour faire connaître l'Agence spatiale européenne. Lorsqu'on fait un tel travail, parce que ça reste leur travail, est-ce qu'on peut rester, est-ce qu'on peut demeurer de simples collègues ou de par la dimension extraordinaire, on est lié à vie quand on vit une telle chose? Est-ce que vous, par exemple, vous êtes resté lié à vie avec ceux avec qui vous avez fait des missions? Ah oui, on est frères et sœurs à vie. Ah Ah oui, oui. oui, c'est sûr, parce que dans l'espace, on sait que le succès de la mission dépend de la relation les uns avec les autres et notre propre sécurité. On a vécu des situations très difficiles dans les simulateurs parce que les instructeurs sont un peu sadiques et ils essaient de nous piéger. Donc ils nous donnent parfois dans le simulateur le feu, le court-circuit, la fuite d'air, la fuite de carburant, le manche de pilotage qui marche plus. Il faut trouver la solution. En même temps, c'est leur job. Oui, c'est vrai. Et donc, on construit une solidarité qui est très puissante, à la fois professionnelle et dans l'espace, notamment entre ceux qui ont déjà volé et qui assistent ceux qui volent pour la première fois. Je pense à Sophie et Jacques. On va les voir comme des gamins qui vont pointer du doigt. Oh, regarde, moi, ils se moquaient de moi dans mon premier vol parce que je voyais la France partout. Entre la Réunion, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, les Antilles. Ah ben ça, c'est la France. Je dis non, mais t'es obsédé, tu vois. Et donc, il me voyait comme un gamin qui s'amusait à regarder par le hublot. Et le fait de partager ensemble le succès technique, professionnel de notre mission et partager des sensations qui sont extraterrestres. Il n'y a rien d'équivalent sur Terre. Eh La oui. pesanteur, la vue de la Terre, la vue du cosmos, quand on est à toutes les lumières et que le ciel apparemment vide à l'infini devient tapissé d'étoiles, ça, on garde ça pour nous, entre nous. Vous avez dit, on est comme des frères et sœurs. Oui. Vraiment. Et Oui. même quand on les accompagne en mission, moi, le groupe que j'ai accompagné, on est un commando Oui, maintenant. Je me souviens, j'ai revu le ministre qu'on avait emmené en charge de l'espace. Je l'ai revu peut-être 6 ou 7 mois après. Et je m'approche timidement pour rappeler qui j'étais. Il me dit, mais vous, je vous oublie jamais. Parce que déjà, il faisait -20 pour le lancement de Thomas. Il faisait -20, on était gelés, on était collés les uns aux autres. Et voilà, et les gens qu'on a emmenés pour la première mission de Thomas Pesquet sont devenus des amis proches, on n'oublie jamais. Et là, précisément, là où ils sont, il fait quelle température? À bord, Oui. on règle la température de notre choix. Typiquement 19 degrés, de façon à vivre confortablement. On a la même atmosphère que sur Terre, 80% d'oxygène, 80% d'azote et 20% d'oxygène. Par contre, à l'extérieur, les matériaux exposés au vide peuvent descendre à moins 200 degrés. Ceux exposés au soleil, au même moment, peuvent être exposés, atteindre plus de 100 degrés. Mhm. C'est pour ça que dans tout vaisseau spatial, qu'il soit automatique ou habité, le système le plus important de tous, c'est la régulation thermique. Y compris de votre scaphandre. Quand vous êtes dans un scaphandre fermé, étanche, votre métabolisme produit de la chaleur. Si vous n'avez pas un système pour refroidir votre corps, vous suffoquez et en quelques heures, vous décédez de votre propre chaleur dans votre scaphandre. D'accord. Qu'est-ce qui est le plus difficile tout au long de cette mission? Au-delà de, vous l'avez dit, l'acclimatation physique, le fait qu'il faut d'abord, dans les premiers instants, trouver son équilibre. Au-delà de ça, quels sont les prochains défis qui les attendent? Le manque de la famille, des proches, ça fait partie des choses difficiles, par exemple?
ou une fois qu'on y est, on oublie tout, Alors, entre non, guillemets? on n'oublie surtout pas tout, surtout qu'à bord de l'ISS, depuis quelques années, ils ont accès à Internet haut débit à tout moment. Donc, ils regardent les émissions, les matchs de foot, les Jeux Olympiques comme ils veulent. Ils appellent leur famille, certains tous les jours, Ok, par les téléphones Internet, quoi, ouais. comme WhatsApp ou Signal. Et, et puis, ils sont occupés. Ils sont occupés. Alors, ce qui est difficile, c'est de tenir l'agenda, de tenir le timing, le calendrier des activités, parce que dès qu'il y a une petite panne, une petite anomalie, vous passez plus de temps que nécessaire à résoudre le problème, et il y a des expériences derrière qui prennent du retard. Oui, Donc vous rattrapez souvent le soir, en faisant des heures sup, ou le week-end, qui est en principe plus ou moins libre, à part le sport. C'est 2h30 de sport tous les jours, y d'accord. compris le week-end. Mais il y a quand même le temps du travail de la semaine et le temps du week-end. On va retrouver Laura André Boyer, qui est toujours avec nous. Vous faisiez référence tout à l'heure aux expériences scientifiques que va mener Sophie Avenot là, dans les jours, semaines et mois qui viennent. De quoi s'agit-il exactement? Alors, juste avant, je voulais dire quelque chose. Je pense que Sophie, elle est amoureuse depuis très longtemps de l'espace et je crois bien qu'elle vit sans doute sa meilleure Saint-Valentin aujourd'hui. Donc voilà. Et sinon, pour les expériences, oui, alors c'est hyper important de les démarrer le plus tôt possible. Parfois, c'est un peu compliqué. On a les équipes médicales qui vont dire non, on va se calmer, on va alléger un petit peu l'emploi du temps sur la première semaine, les 10 premiers jours, les 2 premières semaines. Mais il y a un véritable enjeu de faire des expériences, notamment en physiologie, au tout début de son arrivée à l'intérieur de la Station spatiale internationale, parce que c'est le tout début de l'exposition à l'impesanteur. Et on comprend bien que c'est important de regarder au tout début, au milieu, à la fin. Et de la même façon, ça sera hyper important de regarder juste après son retour, parce qu'elle sera réexposée après 9 mois en impesanteur à la gravité terrestre. Et c'est là où il se passe plein de choses. Donc c'est pour ça qu'elle va faire, et on l'espère, pour les équipes médicales, beaucoup d'expériences en physiologie au tout début. Donc elle va faire beaucoup d'expériences dans plein de domaines différents, dans les domaines par exemple de physique des fluides, parce qu'en impesanteur, les fluides ne réagissent pas comme sur Terre. On n'a plus de sédimentation, on n'a plus de stratification, on n'a plus de convection. Et en fait, d'observer certains phénomènes dans les émulsions, les mousses, eh ben on va pouvoir observer des choses qui sont absolument inobservables sur Terre. Et c'est très important pour faire progresser la compréhension dans ces domaines scientifiques. Du côté du CNES en France, c'est vraiment l'opportunité, cette mission Epsilon, d'avoir une sorte de contingent d'expériences et de démonstrateurs technologiques français. Et le CADMOS notamment, il travaille depuis plusieurs mois, voire plusieurs années avec les scientifiques pour bosser et proposer des expériences que Sophie va opérer. Pour certaines, pour la première fois à bord de la Station spatiale internationale, on va avoir par exemple une machine qui s'appelle EcoFinder, que personnellement j'adore. Donc c'est un échographe, donc vous voyez un échographe comme on a sur Terre, comme pour faire des échographies sur une femme enceinte ou pour faire des échographies de tissus musculaires ou de regarder des organes. Mais le problème, c'est qu'on a beau entraîner les astronautes pendant de longs mois, de longues années, on n'a quand même pas le temps de les élever à un niveau de radiologue. Ça serait un peu trop leur demander. Donc, on trouve un petit peu des alternatives. Donc, une des alternatives, c'est de téléopérer cet appareil-là, donc d'avoir une sonde qui peut bouger et qui peut être opérée depuis le sol. Donc ça, c'est vraiment de la télémédecine de haut vol. Thomas avait fait le commissioning, donc avait fait la première utilisation de cette machine. Et Sophie, elle va réutiliser cet échographe, mais avec une nouvelle couche de technologie, avec de l'intelligence artificielle et de la réalité augmentée, ce qui va lui permettre de voir sur son propre corps ou sur le corps du sujet expérimental, la zone et l'orientation de la sonde idéale. Grand merci à vous, Laura André Boyer. Merci infiniment pour toutes ces précisions. Un peu plus de 22h sur BFM TV. Merci de nous rejoindre. L'image de ce samedi soir, on l'a vécu en direct. C'est donc l'amarrage du vaisseau de l'équipage
Crew 12 à la Station Spatiale Internationale avec à son bord, vous le savez, Sophie Anneau. Entrée imminente, Mathieu, dans l'ISS pour cette deuxième femme française après Claudie Aigneret, il y a 25 ans maintenant, à explorer l'espace. Le vaisseau dans lequel se trouve Sophie Anneau a été lancé par une fusée SpaceX depuis Cap Canaveral en Floride, un événement historique que vous avez déjà pu suivre hier en direct sur BFM TV. Et donc, il s'est amarré à 21h15 à l'ISS après plus de 30 heures de voyage. L'ISS qui est situé à 400 km d'altitude de la Terre, et on s'apprête à vivre, Anne, et vous aussi, autour de cette table, un moment absolument historique. Exactement. Pour en parler avec nous, Nathalie Tinjod est la chargée de relations internationales et chef de projet à l'Agence spatiale européenne. Merci d'être là. Marc Dana, vous êtes journaliste, auteur de Sophie Anneau, de la Terre aux étoiles. Sophie Anneau qui n'a quasiment presque plus de secret pour vous. Vous l'avez rencontré à nombreuses reprises. Vous savez tout de son parcours. On en parlera avec vous, bien évidemment. Et puis Elsa Vidal et Thierry Arnaud, éditorialiste politique internationale. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, on va déjà essayer de comprendre ce qui se passe sur ces images en ce moment même. Où en est-on, Nathalie Tinjod, de cette opération? D'ailleurs, est-elle très complexe, cette opération, ou est-ce que c'est un moment aussi symbolique et historique que l'on va vivre ensemble? Alors, toutes les opérations sont complexes dans l'espace et en même temps, elles sont très routinières. Là, ça fait le Crew Dragon, ça fait un certain nombre d'amarrages qu'il a vécu. Donc, tout est très maîtrisé. La plupart des choses sont On va avoir de automatisées. Chelsea, c'est direct. Maintenant, c'est toutes les vérifications des différents paramètres avant l'ouverture du SAS. Mais est-ce qu'on se dit que le plus gros effet, vu qu'on est entré imminent dans l'ISS, il y a eu là-bas et 3 millions de documents qui ont été diffusés, qui En fait, on est noyé sous ces documents. Non, mais absolument, mais ça... Magnifique exemple, un magnifique témoignage de notre génération qui... Avoir faim parce qu'il saute un repas pour des raisons financières. J'ai eu la même réaction que vous, je suis allée plus... Deuxièmement, quand vous êtes un responsable politique, que vous appartenez à un bord idéologique et qu'il... FM TV, vous pouvez peut-être nous parler un petit peu plus précisément de ce qui se passe dans la tête justement d'un astronaute quand on va vivre ce moment, quand on va entrer dans l'ISS. C'est un moment très important parce que le décollage s'est bien déroulé. La deuxième phase importante, c'est l'amarrage, et la troisième phase sera le retour. Et dans cet amarrage, eh bien, on a passé quand même 30 heures dans un véhicule qui est assez petit. Et moi, je me souviens quand j'ai fait mon vol en Soyouz pendant 2 jours et que je suis arrivé dans la station spatiale, j'avais un sentiment de plénitude, de rentrer dans un espace qui était extrêmement grand, qui sentait bon, qui était propre et dans lequel je pouvais circuler librement. Michel Toninier, justement, il y a un temps d'adaptation avant de se sentir peut-être pleinement en confiance, si j'ose dire, dans cette station spatiale internationale. On va commencer, racontez-nous les étapes qui vont arriver. On va commencer par enlever cette combinaison, ce scaphandre de voyage, c'est ça? Alors quand les astronautes vont rentrer dans la station, ils vont enlever leur scaphandre. Ils vont l'enlever d'ailleurs avant de passer le vestibule de sortie du vaisseau. Et ensuite, ils vont faire la cérémonie d'accueil. Et c'est vrai que là, on va les voir de façon joyeuse sur cette photo et vidéo qu'on va voir tout à l'heure. Mais sur le plan humain, c'est vrai qu'il y a des bouleversements qui sont assez importants parce que tout le sang, les liquides qui sont au pied vont monter à la tête. Donc la tête va gonfler légèrement. Il va falloir plusieurs jours pour que cette régulation se fasse. Donc on appelle ça le moon face, la face de lune. Les jambes vont diminuer, c'est le chicken leg, donc les jambes de poulet. Le mal vestibulaire, oui, moon face, chicken leg. Et ensuite, on va voir le mal vestibulaire, alors plus ou moins important suivant les jambes, et un petit peu le mal de l'espace qui peut arriver pour certains qui est assez important et pour d'autres qui est moins important. Vous disiez, c'est agréable parce qu'on entre dans un endroit propre. Racontez-nous les 30 heures qui viennent de se passer, du coup. C'était particulièrement éprouvant. C'est petit, disons qu'on ne peut pas tellement bouger. Hein. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Le Soyouz, ça faisait 10 mètres cubes, le Soyouz, donc c'était pas très grand. Il y avait 2 personnes qui étaient dans le milieu orbital, une personne qui était en bas. Donc on a vite fait le tour, bien. Je pense que dans la station, moi je peux vous dire que dans la station Mir, qui était 3 fois plus petite que la station ISS, eh bien, le premier jour, je me suis perdu un petit peu parce que je n'avais pas trouvé les vaisseaux. D'autant plus que sur la station Mir, il y a des vaisseaux qui étaient en étoile. Donc, fatalement, il y avait un module dont
le plafond était d'un côté, le plancher de l'autre, et vous avez dans l'autre module, c'était l'inverse. Donc j'étais un petit peu déboussolé à chaque fois quand je passais d'un module à l'autre, et à la fin, j'ai compris qu'il fallait faire à 180 degrés. Après, la façon de se déplacer, alors je vais raconter une anecdote, hein, quand moi je suis allé dans la station Mir, quand je me déplaçais, je me déplaçais avec les mains en avant à l'horizontale, avec les jambes légèrement écartées. Et malheureusement, j'étais pas très précis, donc je touchais avec mes pieds les choses qui étaient sur les murs de la station. Il y avait toujours un russe qui était derrière moi pour recoller ce que j'avais enlevé. Donc, faire attention. Et une autre chose qui m'avait surpris aussi au départ, c'est que quand on se déplace, nous, débutants, on se déplace à l'horizontale. Donc, le vaisseau, on est à la verticale dans le vaisseau, on se met à l'horizontale par rapport à l'axe des Zik, et puis on se déplace comme ça. Mais je veux les anciens qui étaient là depuis 6 mois, eux, au lieu de faire cette rotation une fois, puis 2 fois, ils se déplaçaient directement à la verticale pour gagner du temps. Donc on apprend tous les jours, et c'est vrai qu'il y a une chose que j'ai remarqué moi, sur un vol de 15 jours, c'est que j'avais appris tout doucement tous les jours. À la fin, je me mettais la tête en bas et c'était tout à fait naturel. Et au bout de 15 jours, j'étais tellement bien là-haut que j'aurais voulu rester plusieurs jours de plus. J'ai même fait une demande officielle aux Russes pour rester plus longtemps. Et ils m'ont dit que c'était pas possible. Mais quand on a fini la phase d'adaptation, on est tellement bien qu'on voudrait rester 2 mois de plus. Alors pour Sophie, ça va être compliqué parce que c'est quand même 9 mois au total. Donc il y aura certainement des moments où psychologiquement elle sera un petit peu fatiguée ou un peu lasse. Mais c'est vrai que les débuts sont extraordinaires. Racontez-nous une journée type à bord de l'ISS. On fait du sport, plus de 2 heures, c'est ça? Il y a un briefing le matin, un briefing le soir, c'est à peu près ça? Il y a plein d'autres choses, racontez-nous. Levé à 6 heures, briefing, alors on se prépare le matin, on fait son petit déjeuner tout seul, on s'habille, on range sa chambre. Alors la chambre, c'est facile à faire parce que les chambres sont petites, donc il y a pas de, c'est pas très compliqué. Ensuite, il y a un briefing ensemble, la conférence du matin, on va la faire ensemble avec le commandant de bord, donc face à face, avec les centres de contrôle de Houston, de Moscou, de Munich, éventuellement du Canada et du Japon. Et ensuite, on va commencer à travailler 8 heures GMT, donc on a 1 heure GMT, c'est l'heure du Meridian British, qui est une heure qui est un petit peu entre les 2 grands partenaires de la station qui sont les États-Unis et la Russie. Et ensuite, on va travailler par groupe de 2 ou tout seul sur des expériences. Et on a un système qui permet d'avoir un LAN, donc on a les ordinateurs qui sont dans la station, qui sont branchés sur le même circuit, ce qui fait que chaque ordinateur permet d'avoir où on en est par rapport au timing de la journée. Et comme disait tout à l'heure Jean-François Clermois, le plus important pour nous, c'est de commencer l'expérience à un temps bien précis et de terminer au moment précis qui est indiqué, ou bien avant. Et souvent, lorsqu'il y a une panne ou lorsqu'on se laisse prendre par l'expérience, eh bien, on va déraper un petit peu vers la droite. Et là, c'est mauvais parce que les expériences doivent se faire avec un timing qui est contrôlé de façon à avoir la fin qui est coordonnée par rapport au satellite géostationnaire. Donc, il faut avoir un timing qui est bien précis et par rapport à des expériences qui peuvent se faire de jour ou de nuit par rapport à la Terre. Donc tout ça s'est mis en œuvre par des contrôleurs et des gens qui font la programmation au sol. Et nous, en haut, il faut qu'on le respecte bien. Et c'est pour ça que le timing qu'on a sur l'autre, c'est vraiment fondamental. Et un astronaute qui reste pendant 6 mois, 9 mois, très attentif sur son timing toute la journée, ben c'est vraiment un astronaute qui a vraiment fait son travail parfaitement bien. Vous restez avec nous, Michel Tonini. Nous sommes également en ligne avec Jean-Pierre Aigneret, spationaute évidemment. Comment observez-vous ces images en ce moment? Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous réussissez à vous mettre peut-être dans la tête de Sophie Adno et de ce qu'elle va vivre dans les instants qui viennent? C'est d'abord de la fierté parce que on s'est impliqué dans cette aventure avec beaucoup de passion. Et une passion, elle doit être partagée et elle doit être rafraîchie aussi par une nouvelle génération encore plus jeune et complètement intégrée dans notre temps. Donc, il y a beaucoup de fierté de voir que le flambeau est poursuivi et tenu par une jeune femme aussi brillante que Sophie. Et puis de voir aussi cet environnement qui a beaucoup progressé quand on compare la station Mir que j'ai connue en 99 et qui était déjà depuis 15 ans dans l'espace. C'est merveilleux de voir comment la technologie a progressé. Donc, on était en Floride avec mon épouse il y a encore quelques heures. On a vu le décollage de cette fusée de SpaceX avec l'atterrissage du premier étage. Enfin, on est complètement rentré dans la science-fiction.
Et puis on est heureux que notre jeune collègue, elle est double ou triplement collègue puisqu'elle est pilote d'essai, elle est militaire et elle est astronaute. On est content de voir qu'elle va réaliser son rêve et surtout elle va tenir le flambeau bien haut en représentant la France, en représentant l'Europe, en représentant indirectement aussi l'armée de l'air, bien entendu. Alors, restez avec nous, monsieur Ignoré. On va juste, priorité au direct, écouter ce que les conversations. Alors, on reviendra dans un instant pour écouter les conversations de la NASA parce que tout se passe en direct, bien évidemment. Monsieur Ignoré, vous nous parliez justement de ce vol que vous aviez suivi en compagnie de votre épouse qui, il y a 25 ans, était la mon épouse, excusez-moi. Comment? J'ai pas volé avec mon épouse, on a volé séparément. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Vous avez suivi ce vol hier avec votre épouse, c'est ce que vous nous disiez. Votre épouse, qui il y a 25 ans était la première femme à explorer l'espace, elle nous a confié aussi à BFM TV qu'elle avait été émue. Elle vous a transmis cette émotion. Vous l'avez ressentie aussi? Ah oui, tout le monde la ressent, même endurci, même avec de l'expérience. Quand on voit une jeune femme partir dans le monstre qu'est une fusée, le type de fusée qui a emmené Sophie dans l'espace, c'est forcément très émouvant. Parce que, si vous voulez, il y a une disproportion tellement extraordinaire entre ce monstre de technologie, ce monstre de puissance qu'est la fusée qui l'a amenée et ce qu'elle représente. La jeune femme, certes, extrêmement maître d'elle-même et expérimentée aux opérations. Mais de la savoir là en haut de ce lanceur, et savoir aussi que en ayant rêvé depuis 29 ans de devenir astronaute et avoir quand même ces 3 dernières années avoir consacré sa vie presque toutes les minutes de chaque jour de la semaine à sa préparation, eh bien sûr c'est émouvant de voir une telle réussite, c'est magnifique. Alors, Jean-Pierre Ignoré, on va écouter ce qui se passe dans les échanges de la NASA en ce moment. Mon bébé d'amour. En direct. Je t'aime. C'est mon bébé d'amour, ça. C'est mon pitouille. Alors, le problème, c'est qu'il y a des interruptions dans ces échanges, Thierry Arnaud. Tout ça est absolument fascinant, ce que l'on est en train de vivre. D'ailleurs, le président de la République lui-même est en train de regarder, parce qu'il vient de tweeter une citation de Sophie Adno. Je suis fier d'embarquer la France et l'Europe dans cette incroyable aventure qui dépasse les frontières. Ça, c'est ce qu'a dit Sophie Adno quand elle s'est envolée pour l'ISS. Oui, on est toujours évidemment ému par ces moments et fasciné par ces images, Mathieu, bien sûr. La bonne nouvelle, c'est que tout se passe parfaitement bien jusqu'à présent. Tout est nominal, dit-on dans le jargon des astronautes, c'est-à-dire que les manœuvres se passent parfaitement comme prévu. Ça, c'est évidemment la bonne nouvelle. Et on va vivre un moment historique, la deuxième française dans l'espace, qui, effectivement, à l'issue de ce parcours brillantissime qu'on a raconté sur BFM TV et de ce voyage de 30 heures. On a rétabli la connexion. Formidable. Priorité au direct, on va écouter ce qui se dit. Vérification du SAS. L'écoutille est ouverte. La procédure va se poursuivre pour l'ouverture du reste. Reçu. Procédure continue. Que l'on a fait d'innombrables fois à l'entraînement, qu'on a fait avec des simulations de panne les plus difficiles possibles, parfois multiples en même temps pour que l'équipage soit précisément prêt à assumer ces pannes si jamais elles devaient se produire. Mais ces mots qu'on entend, ces phrases, c'est presque du par cœur quelque part. Alors, t'as aimé la victoire, il a été travaillé, il a été répété. C'était bon ou pas? Et il se poursuit. Marc Dana. Ah, on va écouter. Il se dit ensemble. Pourrions-nous retarder certaines des procédures? Attends, j'écoute là. T'écoutes? Quelles sont vos recommandations? Reçu, nous recommandons d'effectuer toutes les actions avant
de pouvoir ouvrir l'écoutille. Visez la section 2 et 3 aussitôt que possible. Reçu. Tout le monde a l'air extrêmement calme dans ces échanges, c'est ce que disait Thierry. Marc Dana, qu'est-ce qui se passe là? En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que ça fait un petit moment qu'on passe de la phase du soft dock au hard docking. Donc, c'est-à-dire lorsque la capsule Crew Dragon commence à toucher presque du bout des lèvres l'ISS, en ayant pris sa vitesse, continuons tout ça de tourner tout autour de la Terre à 28 000 km. Et il va falloir s'amarrer de façon définitive, notamment en ce qui concerne la pression, la température, éviter toutes les fuites. Et il y a une multitude de checklists à vérifier. Tout ça est vraiment comme un super avion. Enfin, Jean-François arrive, il pourra en parler encore mieux. Mais c'est normal que toutes ces procédures, toutes ces vérifications prennent un tel temps. C'est quelque chose de tout à fait classique. Il n'y a rien d'anormal. C'est cette longueur, je dirais, est classique. Après, juste un petit clin d'œil, puisqu'on entendait Jean-Pierre, donc le mari de Claudie Aigneret, tout à l'heure, ça me fait penser à... Je viens de réaliser qu'en fait, dans cette ISS, la première européenne, c'était Claudie Aigneret, puisqu'elle a fait une mission sur la station russe Mir, comme son mari, et ensuite, elle a été la première européenne à aller dans les tout premiers éléments, dans le tout premier module de l'équipe. On écoute. Le passage est préparé pour accueillir l'équipe de Crew Dragon. Bonne pression du SAS qui a été vérifiée. Nous continuons de poursuivre les procédures avant l'ouverture des écoutilles. Nous utilisons les satellites relais. Ici, le centre spatial à Houston qui suit l'arrivée de Dragon et bientôt l'ouverture de l'écoutille. Jean-François Clairvoy, on parlait de checklist à l'instant. Qu'est-ce qu'on vérifie très précisément avant cette entrée imminente? Et à votre avis, on en a pour encore combien de temps? 23 heures, vous diriez ça? L'ouverture des portes a lieu entre 1 heure et 2 heures après l'accostage. La checklist, c'est vérifier l'étanchéité, c'est reconfigurer certains interrupteurs, donc on coupe certains équipements qui ne sont plus nécessaires. Tout ce qui était nécessaire au rendez-vous à l'accostage, on n'en a plus besoin, donc pour sauver de l'énergie. Et surtout, on cherche à se préparer pour donner une bonne image de soi quand on va apparaître pour la première fois sur la caméra qui est du côté station. Il y a deux émotions, c'est-à-dire quand on voit la Terre et qu'on est à bord de cette capsule, et quand on arrive, c'est une double émotion. Oui, alors la Terre, ils l'ont vu par le hublot de leur capsule pendant la journée écoulée. Mais là, ce qui est très émouvant, quand vous faites un rendez-vous spatial en vol habité, vous touchez des personnes qui sont là depuis des mois et qui vous attendent. Donc c'est comme quand vous n'avez pas vu d'amis pendant très longtemps, vous êtes entraîné au sol il y a 6 mois, il y a 1 an. C'est le cas pour les vols de longue durée. Quand on s'est accosté à Mir, on a rencontré l'équipage qui était dans Mir que 6 mois avant. C'est ça, parce qu'il y a des gens, il y a 3 astronautes dans l'ISS, c'est ça? Un Américain et 2 Russes qui sont partis en novembre. Et donc, l'équipage de Sophie ne les a pas vus depuis de longs mois. Et c'est très émouvant parce que vous savez que vous êtes toujours heureux de recevoir la visite d'amis. Oui, c'est assez peu fréquent ce genre de visite. Ceux qui sont chez eux dans la station, parce qu'ils ont oublié qu'ils ont un chez eux sur Terre, ça devient un lieu de vacances sur Terre. C'est très important d'un point de vue psychologique, c'est ce que disaient les soviétiques après les premiers vols de longue durée à bord des stations Salyut et Mir. Une fois qu'on arrive dans une station, pour des mois, il faut se dire, maintenant c'est ma résidence principale, je suis chez moi. Je ne suis pas en mission dans un labo, je suis chez moi. Et quand des visiteurs arrivent, déjà, même quand un cargo arrive automatique, avec des cadeaux, de la nourriture, des livres, c'est sympa. Vous ouvrez, il y a des surprises. Mais là, il y a en plus des personnes qui... Vous avez dit juste quelque chose d'intéressant. Vous avez dit, en ce moment, donc, Sophie Adno est en train de se préparer, en quelque sorte, pour faire la photo de sa vie. Concrètement, c'est quoi? On se prépare comment? En fait, on va voir les astronautes qui auront revêtu une combinaison très légère, une sorte de survêtement. On va les voir apparaître un par un, les 4 qui sont dans la capsule. On va les voir apparaître un par un dans la station. Et c'est la première image qu'ils vont donner à leurs hôtes
et aussi au monde dans les caméras. Alors, on aura peut-être une vue de l'intérieur, parce que je me souviens, il y a parfois le Crew Dragon, avant l'ouverture des portes, l'équipage installe une caméra qui permet de voir ce qui se passe avant que les portes soient ouvertes. Donc, on aura peut-être une vue à l'intérieur de la capsule. Parce qu'il faut bien savoir, personne ne nous espionne au sol. Toutes les caméras qu'on voit de ce qui se passe dedans, c'est la volonté de l'équipage d'installer la caméra et de l'allumer. D'accord. Il y a Ça pas de n'est pas caméra qui contrôlé nous à surveille. distance. Non. D'accord. Et il y a un ordre de celui qui va parler en premier, par exemple, est-ce que c'est la pilote Jessica May, Oui, c'est l'américaine, le c'est commandant, toujours le ça commandant, oui. Le commandement. Toujours le commandant de bord. Et les commandants de bord de la capsule, et depuis pas mal de temps, on a séparé le rôle de commandant de bord du vaisseau de transport, du commandant de bord de l'ISS. Parce qu'à une époque, c'était la même personne, ça faisait un peu trop. Donc, Nous sommes sur le point de vivre un moment historique, mais on va marquer une toute petite pause justement pour ne rien rater. On se retrouve dans un instant, l'entrée de Sophie Anno dans l'ISS à suivre sur BFM TV. Voilà, dans l'ISS.